Processus de digitalisation, deux nouvelles applications ont été présentées ce matin au Premier ministre. Trésor Paye, une plateforme de paiement électronique des services publics. La seconde, intitulée Guichet unique du foncier, est mise en place pour simplifier et moderniser les formalités domaniales et foncières. À titre d'exemple, le délai d'obtention du titre foncier pourra désormais passer de 2 ans à 3 mois. Lancement ce matin de l'édition 2025 de la campagne d'élaboration du recueil des besoins, attentes et problèmes de la population malienne du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les conseillers de la République pendant 1 mois iront à la rencontre de nos compatriotes à l'intérieur du pays, dans les ambassades et consulats. Le lancement officiel a eu lieu à la mairie de la commune 3 du district de Bamako. Dans la chronique judiciaire, nous parlerons des procédures de recouvrement de créances qui devient un véritable casse-tête aujourd'hui. Après prestation, il faut courir des jours, des mois, voire des années derrière les mauvais payeurs. En la matière, quelles sont les procédures à suivre? Éléments de réponse avec Garibou Pérouf. Éliminatoire mondial 2026, veillée d'armes dans le nid des aigles à 48 heures de la rencontre avec le Comore au Maroc. À ce jour, l'équipe est au grand complet et certains ont même effectué leur premier entraînement hier sur le terrain de la Renaissance sportive de Berkane. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Fotigui Tungara et Tchedja Moussa Kamara. Voilà les titres de votre journal de 20h. Merci de votre fidélité à la première. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre de la digitalisation de l'administration, deux nouvelles plateformes digitales ont été présentées ce matin aux membres du comité technique de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Il s'agit de Trésor Paye et du guichet unique du foncier. Le guichet unique du foncier permet de moderniser l'administration domaniale et d'informatiser toutes les procédures existantes d'attribution et de gestion des terres. Par exemple, le délai d'obtention du titre foncier pourra désormais passer de 2 ans à 3 mois. Le Trésor Paye vise à faciliter les paiements et leur sécurisation. La réunion était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Le reportage de Mamari Koné et Aliou Touré. La première plateforme digitale présentée aux membres du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Développée par la cellule d'appui à l'informatisation des services fiscaux et financiers sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, Trésor Paye vise à sécuriser les recettes et à optimiser leur recouvrement. Son architecture a été expliquée aux membres du comité. Trésor Paye, pour l'instant, c'est le nom qu'on lui a donné en attendant vraiment de lui donner un nom plus approprié. Donc Trésor Paye est un système de paiement qui est directement interconnecté sur les comptes du Trésor. Donc Trésor Paye est un système qui va permettre chaque fois qu'on a digitalisé un service, donc de pouvoir aller récupérer et collecter directement les ressources pour pouvoir les déverser directement dans les comptes du Trésor sans qu'il y ait des versements espèces, sans que ça passe par des mains. Comme le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta l'a dit le 22 juin, il faut digitaliser les services et il faut digitaliser les moyens de paiement. Donc digitaliser les services, on sait qu'il y en a beaucoup qui est fait. Il y a la digitalisation au niveau du ministère des Finances, il y a la digitalisation des impôts, on a la télédéclaration, le télépaiement au niveau des impôts. Nous avons Equitus au niveau des transports, on a la digitalisation des vignettes, des cartes grises, de beaucoup d'autres choses. On a un système qui va favoriser donc plus de sécurité pour les recettes de l'État, plus de transparence dans la gestion des ressources publiques et plus d'efficacité. La réalisation du guichet unique du foncier est une activité majeure du ministère en charge des domaines et s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2025-2026. Piloté par le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière, le guichet unique du foncier vise à faciliter et à simplifier les formalités domaniales et foncières en permettant aux usagers d'effectuer en un même lieu plusieurs opérations. Cette digitalisation-là permet effectivement de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers et aussi d'éviter aux citoyens, en tout cas, toutes les tracasseries de l'ancienne procédure. Maintenant, avec cette digitalisation-là, le directeur régional, donc, une fois qu'il a le dossier, il le transmet de manière électronique à toutes les structures, voilà, qui ont un délai
minimum pour réagir. Donc ça, c'est vraiment un gain énorme en termes de temps pour les citoyens. Et avec cette digitalisation-là, en 3 mois, vous pouvez avoir votre titre foncier. La base des données centrales du système d'information foncière guichet unique du foncier est conçue de manière à pouvoir recevoir les données domaniales et foncières de toutes les communes du Mali. Les membres du gouvernement ont soulevé des préoccupations ayant trait à la sécurisation des 2 plateformes et à la signature électronique, entre autres. Pour sa part, le chef du gouvernement a félicité les experts pour la qualité du travail avant de les inviter à voir les solutions proposées par les ministères de l'Éducation nationale, des infrastructures et des transports, ainsi que de l'industrie et du commerce. Toutes les plateformes seront présentées au chef de l'État en vue de la concrétisation de sa vision pour la digitalisation de l'administration malienne. À présent, le contenu de ce communiqué de presse des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, mus par les idéaux de rapprochement des peuples par la coopération multilatérale fondée sur la promotion de la diversité linguistique et culturelle et le dialogue des civilisations, ont participé activement en qualité de membres fondateurs au sommet de Niamey qui a donné naissance le 20 mars 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie en 1998, puis l'Organisation internationale de la francophonie en 2005. Pendant les 55 années d'existence de la francophonie, ces 3 pays qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel ont contribué inlassablement et de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Cependant, depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leur peuple, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. Face à cette attitude condescendante, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger, fidèles aux aspirations profondes de leur peuple et résolus à défendre leurs intérêts légitimes, ont décidé en toute souveraineté du retrait des États membres de la Confédération AIS de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. La décision de retrait a déjà fait l'objet de notifications par les États membres de la Confédération AIS conformément à l'article 10 de la charte de l'OIF, fait à Ouagadougou, Bamako et à Niamey le 18 mars 2025. Le juge constitutionnel face aux lois organiques, la nomenclature budgétaire de l'État, outil de décryptage de la loi des finances, ce sont là, entre autres thématiques, débattues ce matin dans les locaux de la 5e institution du pays. La télé est organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, le reportage de Youssouf Diakité et de Gaussou Ashtouri. Les contrôles des lois des finances par le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel face aux lois organiques, ce sont là certaines des thématiques phares développées par les experts au cours de cet atelier de 3 jours. L'objectif recherché par les organisateurs est de contribuer à asseoir une véritable gouvernance et un état de droit. Une préoccupation, si elle est prise en compte, répond aux aspirations des autorités de la transition. Les lois organiques jouent un rôle très important pour l'établissement des institutions issues de la transition et se conformant au décret numéro 20-23-0401 PTRM du 22 juillet 2023 promulguant la nouvelle constitution malienne. La constitutionnalité de ces lois est primordiale pour établir une gouvernance efficace et un état de droit dans le cadre d'une transition inclusive. C'est ainsi que le Programme des Nations Unies pour le développement
appuie le dispositif national de la transition à travers une assistance technique et financière pour faciliter la mise en œuvre de l'agenda des réformes. La Cour constitutionnelle occupe une place majeure dans la procédure d'élaboration des lois organiques devant compléter le texte constitutionnel. Obligatoirement, elle exerce un contrôle de constitutionnalité des dites lois conformément aux articles 144 et 147 de la Constitution, un contrôle qui vise à maintenir la cohérence entre le texte constitutionnel et ces lois qui, dans une certaine mesure, conditionnent son application. Cet atelier de 3 jours, faut-il le rappeler, permettra aux participants de formuler des recommandations allant dans le sens de la prise en compte des préoccupations en rapport avec le contrôle de constitutionnalité des lois organiques et de la loi des finances. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti depuis ce matin pour la campagne de l'élaboration du recueil des besoins, attentes et problèmes de la population malienne au titre de l'année 2025. Pendant un mois, les conseillers de la République sillonneront le pays, les ambassades et consulats afin d'échanger directement avec nos compatriotes. Et c'est le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a donné le ton à la mairie de la commune 3 du district de Bamako en présence de notre reporter Alucéni Touré. La mission de collecte des besoins, attentes et problèmes est une disposition fixée par la loi. Elle oblige le Conseil économique, social, environnemental et culturel à rencontrer la majorité des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur afin de recueillir leurs préoccupations. Celles-ci sont consignées dans un recueil et transmises au gouvernement. En accueillant la mission, la maire de la commune 3 a indiqué que le CESEC est un élément important dans le dispositif politique de notre pays. Vous êtes consulté pour donner votre avis sur des projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que les propositions. Je salue votre démarche de recueil et de restitution des besoins, des attentes et des problèmes de la société, démarche que je qualifie de pédagogique. Le choix de la commune 3 pour lancer cette mission est le fruit d'une réflexion interne au CESEC. Aussi, le président de l'institution a appelé la population à participer activement au débat afin de lui conférer un caractère inclusif. À partir du 18 mars 2025, les délégations du Conseil économique, social, environnemental et culturel sillonneront les 19 régions administratives et les communes du district de Bamako afin de recueillir les attentes, besoins, difficultés des citoyens. Au-delà de notre territoire national, nous tendrons également l'oreille à nos compatriotes établis à l'extérieur. Cette approche holistique est en parfaite conformité avec les dispositions de l'article 165 de la Constitution. Toute initiative de développement efficace repose sur la concertation et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. C'est pourquoi j'adresse un appel pressant aux organisations de la société civile, aux services techniques de l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires sociaux pour qu'ils prennent une part active à cette mission. Le centre hospitalier universitaire de dermatologie est désormais doté des installations solaires d'une capacité de 400 kW. C'est un don du président de la transition à travers ses œuvres sociales. Ces équipements permettront à cette structure de santé de fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption et réduire du coup les charges du centre. Le reportage de Koumba Sissé. Les panneaux solaires offerts à l'hôpital de dermatologie de Bamako par le président de la transition sont désormais opérationnels. Ces équipements d'une capacité de 400 kW doivent alimenter une bonne partie de la structure, à savoir les salles d'urgence et de réanimation. Ces deux salles qui ont constamment besoin d'électricité peuvent à présent marcher 24 heures sur 24. Nous sommes animés vraiment d'un sentiment d'extrême joie, puisque ce problème d'électricité n'était caché à personne. Et j'imagine un peu combien ça nous a coûté en termes d'économie.
alors afin de pouvoir assurer nos missions. Et avec ces installations, alors nous pensons que désormais ce problème pourra être mis dans les oubliettes de l'histoire. Le cas de l'hôpital dermatologique est assez particulier. Ici, nous avons un centre de prise en charge de grands brûlés. Et qui parle de grands brûlés, ça veut dire qu'ils ont besoin constamment de fraîcheur. Donc avec ces installations, il n'y aura plus de coupure. Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci au nom de tous ces sans-voix, tous ces malades qui n'ont pas accès à lui, toutes ces personnes vulnérables qui ne cessent de lui dire merci tous les jours. À tous les niveaux, le président de la transition tente de trouver la solution aux problèmes soulignés. C'est pourquoi il s'est dirigé vers ces installations solaires dans nos structures sanitaires pour faire face à la crise énergétique. Le président répond encore à un besoin crucial des Maliens en général et des patients en particulier en offrant ces installations solaires qui font une capacité de 400 kW. Tout ça, c'est pour répondre aux besoins des patients et que les soignants puissent travailler dans de meilleures conditions. Nous espérons que cela pourra aider vraiment les patients parce qu'on sait que la dermatologie, ils ont besoin beaucoup d'électricité. Grâce à ces panneaux solaires, environ 300 000 francs CFA qui étaient quotidiennement injectés dans l'achat de carburant seront utilisés à d'autres fins. Le président de la Haute Autorité de la Communication lance un appel à candidature. Il porte sur l'établissement et l'exploitation de services privés de communication audiovisuelle commerciale et non commerciale. Gaussou Koulibaly était cet après-midi face à la presse pour donner d'amples informations des propos recueillis par Boubacar Babletouri. L'appel à candidature porte sur 113 fréquences radio et 15 autorisations de télévision pour 100 zones géographiques. La liste des zones géographiques et la typologie des médias concernés par l'appel à candidature est disponible à la HAC. Les dossiers d'appel à candidature peuvent être retirés au niveau du siège de la Haute Autorité de la Communication, immeuble du contrôle général des services publics à l'ACI 2000, à compter du mercredi 19 mars 2025 à partir de 10 h. Les frais de retrait des dossiers sont fixés à 300 000 francs pour les radios commerciales, 150 000 francs pour les radios non commerciales, 500 000 francs pour les télévisions commerciales, 300 000 francs pour les télévisions non commerciales, 1 million de francs CFA pour les diffuseurs-distributeurs de programmes audiovisuels. Ces frais doivent être versés avant le retrait des dossiers dans le compte bancaire domicilié à la Banque malienne de solidarité. La date de dépôt des dossiers au siège de la Haute Autorité de la Communication est fixée au lundi 5 mai 2025 à minuit. Le président de la commission de l'UEMOA a présenté ce matin aux membres du comité interparlementaire le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Abdoulaye Diop s'est félicité des progrès réalisés avec un taux de croissance économique de 6,2% contre 5,3% en 2023 avec un taux d'inflation de 3,7%. L'année 2025 sera marquée par le démarrage de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2025-2030 intitulé Impact 2030. Tamsir Diabaté a assisté à la présentation du rapport suivant son reportage. Le rendez-vous de Bamako, ce 18 mars 2025, est la version économique d'une approche démocratique. Il regroupe les parlementaires des États membres de l'UEMOA. Ensemble, ils évaluent le bilan de l'exercice écoulé afin de dégager des perspectives pour 2025. Je voudrais donc déclarer la reprise de nos travaux. Et c'est le président de la commission de l'UEMOA qui s'est prêté à cet exercice devant l'organe parlementaire de la dite institution. Au cours de cette présentation, il ressort que sur le plan macroéconomique, la situation s'est nettement améliorée par rapport à l'année écoulée. Aussi bien au plan de la croissance que de l'évolution des autres indicateurs que sont le déficit budgétaire, l'inflation, les comptes extérieurs,
Également, la dette publique qui est restée relativement stable. Il y a une légère hausse en 2024, mais qui fait moins d'1%, donc elle est restée stable. Donc cela confirme la solidité du cadre macroéconomique de notre Union. Justement, cette solidité macroéconomique réside dans le plan stratégique Impact 2030 qui englobe tout le secteur du développement. Dans le cadre du renforcement disons, de la libre circulation des personnes et des biens dans le domaine de l'union douanière avec toutes les mesures qui sont prises dans le domaine de la facilitation, dans le domaine du renforcement des capacités au niveau des États et également de tous les projets allant dans le sens de cette facilitation des échanges. Ces performances sont le résultat du dynamisme des économies malgré le contexte international difficile et même très difficile. Dans le domaine des politiques sectorielles, nous avons partagé sur la stratégie de développement des pôles énergétiques les avancées que nous avons constatées en 2024 après la table ronde des bailleurs que nous avons réunis à Abidjan en 2023 pour leur présenter cette stratégie majeure et recueillir leur financement. Nous avons eu des annonces de financement de plus de 6 000 milliards. Parmi les perspectives, le partenariat public-privé est au cœur des actions de l'UEMOA. Et c'est cela qui figure d'ailleurs dans le plan stratégique Impact 2030 qui sera focus sur ce que le secteur privé devra faire pour une économie, une transformation structurelle au niveau de nos économies, une économie plus performante et également dans la vision 2040 de notre Union. À l'issue de cette présentation, les parlementaires, par la voix de leur président, ont affiché leur satisfaction au regard des résultats enregistrés par la commission de l'UEMOA. Nous allons ici donc féliciter et encourager le président de la commission pour l'excellent travail réalisé. Nous poursuivons en adressant, en formulant quelques recommandations à l'endroit de la commission pour améliorer le fonctionnement de l'Union. Ces résultats obtenus par la commission de l'UEMOA dénotent aussi de l'engagement des États membres à faire de leur espace un exemple d'intégration au service du développement. Les gouverneurs des régions de Nioro et Gao ont échangé hier avec les forces vives sur les nouvelles mesures des autorités de la transition. Il s'agit de l'instauration d'un fonds de soutien au projet de développement, un exercice qui a permis aux différentes sensibilités de comprendre le bien fondé de cette mesure. On fait le point avec nos correspondants régionaux Moussa Diakité et Jafar Aïdara. Cette rencontre d'information et de sensibilisation de l'ensemble de la population de Gao s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance 2025-007 PTRM du 7 février 2025 qui institue la contribution spéciale de solidarité et la contribution spéciale de consommation des boissons alcoolisées, la mise en œuvre du décret qui fixe l'organisation et les modalités de gestion du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Notre pays, à travers les plus hautes autorités, s'est engagé dans un processus de gouvernance garantissant notre souveraineté retrouvée. Dès lors, il s'agit de compter sur nos ressources propres et sur nos efforts individuels et collectifs à chaque fois que la patrie nous fait appel. Pour réaliser ces projets d'infrastructure de base et de développement social qui sont aujourd'hui un levier de développement, il a été jugé nécessaire de créer un fonds de soutien patriotique essai en comptant sur l'engagement patriotique de chaque Malien. Au cours des échanges, la population de Gao s'est engagée à travers ses leaders de la société civile et de légitimité à accompagner l'État dans toutes ses prises de décision qui favorisent le développement et assurer notre souveraineté. On est prêt en tout cas à accomplir ce message-là. Jusqu'au bout, il faut que les gens s'y mettent et acceptent de ce sacrifice. Le pays ne se développe que par ces sacrifices. Ce qu'on souhaite maintenant, que les sous-là soient bien gardés pour les populations, pour le développement du pays. Moi, j'appelle l'ensemble des populations de la région de Gao, mais aussi l'ensemble des populations du Mali, de la société civile, où qu'elle se trouve, pour que, n'est-ce pas, tout le monde puisse adhérer à cette décision et qui va, n'est-ce pas, dans l'intérêt et dans les avantages de notre pays.
À noter que cette rencontre a regroupé toutes les forces vives de Gao. Cette rencontre initiée par le gouverneur de la région qui a regroupé dans la salle des spectacles l'ensemble des forces vives de la région se veut un cadre d'échange sur l'instauration des taxes sur les communications téléphoniques et les transferts d'argent via les opérateurs Move Mali et Orange Mali en vue d'une meilleure compréhension et d'une acceptation par tous. Votre rôle est essentiel dans l'accompagnement des décisions de l'État et leur acceptation par nos populations. Le peuple malien a fait le choix de l'indépendance et de la souveraineté. Ce choix implique que nous prenions en main notre destin et que nous comptions d'abord sur nos propres ressources. Nous savons tous que le secteur des télécommunications et des services financiers numériques connaît une croissance rapide. Il est donc juste que cette dynamique économique contribue à l'effort national au même titre que d'autres secteurs d'activité. 4 heures d'échanges constructifs et de clarification de la nouvelle méthode ont permis aux participants de comprendre les tenants et les aboutissants de cette mesure qui s'inscrit dans la dynamique d'une réforme fiscale. Aucun sacrifice n'est de trop pour le pays. Nos enfants et nos frères porteurs d'uniformes tombent tous les jours pour le pays. Un prélèvement de 100 francs n'est rien. En tout cas, à Nyoro, nous sommes prêts à tout pour notre Maliba. Nous ouvrons à présent un chapitre sur les conseils d'administration. Pour la rentrée académique 2025, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication affiche de nouvelles ambitions, notamment la signature de conventions de partenariat avec d'autres pays, notamment le Maroc. À la faveur des travaux de la 8e session du conseil d'administration, l'établissement se dote d'un budget d'environ 600 millions de francs CFA. On en sait plus avec Batraouri. En 2024, le bilan des réalisations est satisfaisant à l'ESJSC, École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, selon la direction générale de la structure. Plusieurs activités ont été menées. Elles sont relatives à la formation, à l'équipement et aux infrastructures. Il convient de retenir prioritairement les réaménagements du bâtiment de l'école. Cette modernisation, faudrait-il aussi les retenir, de notre modeste édifice, a permis d'améliorer le confort de notre environnement professionnel, la qualité de nos prestations de services et la fluidité des échanges entre nos différentes divisions. Par ailleurs, l'ESJSC a réussi à rénover également son studio télé et son studio radio. Une dynamique que la direction et le personnel de l'école entendent maintenir en 2025. Même si les défis sont nombreux, l'école pense avoir les moyens de les relever. Les grands défis restent la construction du nouveau siège de l'ESJSC. Cette année, nous voulons nous focaliser sur l'étude environnementale qui nous a été suggérée au niveau de la direction de l'urbanisme. En 2025, nous comptons aussi sur l'équipement et l'opérationnalisation des différents bureaux qui ont été créés, les recrutements aussi des nouveaux enseignants pour renforcer la qualité de notre équipe pédagogique. Nous visons également l'augmentation de nos ressources propres. Pour la réalisation de ces missions, l'école de journalisme mise sur un budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses estimé pour l'exercice 2025 à la somme de 599 428 517 francs CFA, soit un taux d'augmentation de 4,63%. L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication entend mieux se faire connaître à l'international. Pour cela, plusieurs conventions de partenariat seront signées. Une première l'a déjà été avec le Maroc et dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. 5e session ordinaire du conseil d'administration du Centre d'information et de gestion des migrations. C'était ce matin au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, en présence du premier responsable du département. Sur 13 activités programmées, 8 ont été réalisées dans le cadre de la politique migratoire du Mali. Le reportage de Abdul Karim Kaba.
et relever les défis liés à la gestion et à la gouvernance des migrations au Mali, renforcer les capacités opérationnelles du Centre d'information et de gestion des migrations CIGEM. C'est dans cette optique que se tient la 5e session du conseil d'administration du Centre d'information et de gestion des migrations CIGEM. En dépit d'une année 2024 mouvementée et la rareté des financements, le CIGEM entend faire mieux cette année. Nous avons envisagé des actions ambitieuses, mais réalistes, axées principalement sur le renforcement institutionnel du CIGEM, l'amélioration des connaissances en matière de migration, le partage d'expériences, la recherche active de partenariats, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion migratoire. En évoluant ainsi avec peu de moyens, le Centre d'information et de gestion des migrations a réalisé des efforts encourageants. Malgré les défis, notamment ceux liés à la mobilisation des ressources financières, la direction du CIGEM et son personnel ont déployé des efforts encourageants, comme en témoignent les rapports d'exécution de l'exercice 2024. Plusieurs réalisations ont contribué à la consolidation des acquis du CIGEM. Nous devons capitaliser sur ces résultats et ensemble veiller à ce que le CIGEM continue de remplir ses missions avec plus d'efficacité et de pertinence. Pour une gouvernance migratoire plus efficace, plus inclusive et plus bénéfique à l'ensemble des compatriotes, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, invite tous les acteurs à s'impliquer davantage. L'Institut national de la jeunesse et des sports reçoit cette année des étudiants en master, un acquis parmi tant d'autres. Ces différentes informations étaient sur la table des administrateurs à la faveur de la 11e session du conseil d'administration de la structure, le reportage de Fadema Keita. Consolider les acquis et offrir des orientations nouvelles pour le bon fonctionnement de l'établissement, ce sont entre autres les ambitions que se fixent les administrateurs présents à cette 11e session de l'Assemblée de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Certes, les efforts ont été faits, mais pour que l'Institut puisse continuer à jouer son rôle dans le domaine de la formation des cadres de la jeunesse, des sports, des loisirs de notre pays, un certain nombre de dispositions sont nécessaires en termes de délibération. C'est pourquoi nous proposons des projets de délibération suivants. Une délibération sur le projet de budget prévisionnel de 2025, une délibération sur le contrat annuel de performance, une délibération sur l'ouverture et le démarrage du master à l'Institut, une délibération sur une proposition d'octroi d'indemnité au personnel chargé de recouvrer les ressources propres de l'Institut. L'ouverture de la filière master, le retard dans le paiement des bourses des étudiants, les heures supplémentaires et frais liés aux tâches restent aujourd'hui les préoccupations majeures de la direction. L'ouverture des masters devient une nécessité pour l'avenir de l'Institut. Les masters répondent à une demande croissante des secteurs concernés et offriront de nouvelles perspectives de carrière à nos futurs diplômés. Les deux premières spécialités que nous avons proposées sont la didactique de l'éducation physique et des disciplines sportives pour la filière SAPS et enfance, jeunesse, animation et communication sociale pour la filière SASGL. L'INJS joue un rôle déterminant dans la formation des cadres et des professionnels de l'entraînement sportif, du management, de la jeunesse, de l'animation socio-éducative, du loisir, de l'entrepreneuriat, contribuant ainsi au développement de notre jeunesse et à l'épanouissement de notre société. Nous devons continuer à renforcer ces capacités en matière de formation et surtout de recherche scientifique, à travers l'organisation des ateliers méthodologiques, de rédaction d'articles scientifiques, la tenue des colloques et la participation des manifestations au Mali et à l'extérieur. Le budget de l'Agence malienne de la mutualité sociale au titre de l'année en cours est d'1,1 milliard de francs CFA. L'enveloppe connaît une légère hausse par rapport à l'exercice écoulé. Cela s'explique par le fait que le plan de travail de l'agence en 2025 prévoit l'extension progressive de la couverture maladie par les mutuelles. La 6e session du conseil d'administration de la structure s'est tenue la semaine dernière. C'est ce que nous dit Batraouri. Créée il y a de cela 6 ans,
La MAMUS, agence malienne de la mutualité sociale, a pour rôle, entre autres, le suivi et le contrôle des mutuelles et leurs structures fêtières. Elle s'occupe également du renforcement des capacités des agents techniques ayant en charge la promotion des mutuelles à tous les niveaux. Conformément à ce programme, la MAMUS s'est engagée depuis 2024 dans un long processus d'opérationnalisation du régime assurance maladie universelle au Mali. Nous avons pu conduire le processus pour 14 mutuelles de cercle, conformément à la démarche nationale de mise en place des mutuelles aujourd'hui dans le pays, qui voudrait qu'il y ait une mutuelle de santé par cercle. Il faut signaler que les mutuelles de santé au Mali sont cofinancées par une subvention de l'État. L'État paye 50% des cotisations pour les mutualistes au niveau des mutuelles de santé. Et là aussi, toutes les mutuelles cofinancées par l'État ont eu les différents mandats par rapport à leur cofinancement. Parmi les dossiers soumis aux administrateurs pour examen, l'exécution budgétaire au cours de l'année écoulée et le projet de budget pour 2025 occupent une place de choix. En 2024, le budget qui était alloué à l'agence a été exécuté à hauteur de 582 580 156 francs CFA sur une prévision de 1 milliard 120 millions de francs CFA, soit donc un taux d'exécution de 52,71%. En ce qui concerne le budget de 2025, il s'arrête en dépenses et en recettes à la somme de 1 milliard 131 986 000 francs CFA contre 1 milliard 120 569 000 francs CFA en 2024. La mobilisation des recettes demeure la principale difficulté à laquelle la MAMUS fait face selon sa direction générale. Les femmes du département en charge de la justice au premier rang de la lutte pour la sauvegarde des droits des femmes au Mali. Elles ont organisé une conférence d'information et de sensibilisation sur les droits des femmes. La cérémonie était présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Le reportage de Sokona Kamisoko. En tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, je m'engage, au nom du gouvernement, à poursuivre la mise en œuvre des réformes nécessaires pour garantir une justice accessible et équitable pour toutes les femmes, sans distinction aucune. Par cette déclaration du premier responsable du département de la justice, on peut dire sans risque de se tromper que le Mali est résolument engagé dans la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Une déclaration faite au cours de cette activité qui célèbre le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Une première à l'initiative des femmes du département. Le but aujourd'hui même, c'est de nous retrouver d'abord, de débattre des acquis aujourd'hui des droits des femmes et voir les défis qui nous sont vraiment imposés aujourd'hui et voir dans les perspectives ce qu'on peut apporter pour vraiment que les droits des femmes évoluent, les droits des femmes ne soient plus que des choses dites, mais que ce soit vraiment une réalité. Les femmes sont au début et à la fin de tout processus de développement. Malgré cela, elles restent confrontées à des défis d'ordre éducationnel, salarial, entre autres. Cette campagne de sensibilisation est donc menée pour inverser la tendance. Le Mali, en tant qu'État membre des Nations Unies et signataire de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits des femmes, s'est engagé à respecter et à promouvoir les droits des femmes. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mon département, à travers les missions qui lui sont assignées, se sent interpellé, tant pour ce qui concerne la protection et la promotion des droits des femmes, inhérents aux droits de l'homme, que pour la réponse judiciaire face aux infractions et autres abus dont elles peuvent être victimes. À cet égard, je voudrais féliciter et encourager les femmes du département, ainsi que tous les points focaux genre, pour leur grande disponibilité, leur courage et leur abnégation à travers les nombreuses actions de suivi assidu des dossiers des femmes victimes de violences. Si la lutte contre les violences faites aux femmes reste tributaire de la sensibilisation, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'y engage désormais pleinement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, va à la rencontre des jeunes en ce mois de Ramadan.
Abdul Kassim Ibrahim Fomba était hier dans la commune rurale de Kalabankoro. Les échanges avec le Conseil local de la jeunesse a porté sur les nouvelles orientations du département. Le reportage de Mohamed Naman Keïta. Lundi 17 mars, l'hymne national du Mali entonne devant le vestibule du chef de quartier Badian Traoré de Kalabankoro. L'émissaire de Sunkalo Solidarité a rendez-vous avec les jeunes de l'un des plus grands quartiers de Bamako sur la rive droite. Après les mots de bienvenue, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba plante les décors. Au cœur des échanges, ministre Kakene, les discussions ont tourné des sujets comme l'immigration, le chômage des jeunes, la consommation de la drogue, entre autres. Il n'y a pas plus que 3 jours sur les réseaux sociaux, nous avons vu un jeune homme qui a assassiné son vieux père de 68 ans à cause de 200 francs. C'est une situation qui désole toute la communauté malienne. Le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Aujourd'hui, les autres camarades sont jeunes au même titre que moi. Nous ne devions pas oublier l'essentiel. Nous devons nous focaliser sur l'avenir et le ressort et le développement de la jeunesse malienne. Nous avons un long chemin à faire. L'immigration, je pense que c'est surtout l'immigration clandestine qui crée énormément de problèmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau de l'État, dans ce cadre-là, au niveau du ministère des Maliens établis à l'extérieur, mais également toutes les structures concernées pour essayer de mettre des cadres adéquats afin que les jeunes puissent rester et aussi donner de leur temps et de leur énergie pour la construction du pays. Concernant la drogue, vous savez, c'est vraiment triste de voir que c'est un fléau qui a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler grâce aux instructions du président de la transition. Ce dont on a besoin, c'est de se concentrer sur les grands défis de notre nation. Partout où le ministre Abdul Kassim Fomba est passé, il a prêché l'union entre les jeunes. Mais aussi, il a surtout rappelé la nécessité pour les jeunes de se rendre utiles pour leur communauté. Car, dit-il, c'est avec eux que le président de la transition fonde espoir pour réussir sa mission de bâtir les Malikrois. Un mot de culture avec cette rencontre entre le ministre Mamouda Fé et les élèves du Kalamblo, conduite par Bourama Soumano. Une rencontre au cours de laquelle les élèves du Kalamblo ont produit un spectacle culturel appelé Yogoro, une façon pour eux de manifester leur soutien aux autorités de la transition pour avoir décrété 2025, année de la culture. Le reportage de Ibrahim Kaokonate. C'est sous la mort de Yokoro que Bourama Soumano et les élèves de Kalamblo sont venus saluer le ministre Mahmoud Dafé à son domicile pour la sage décision du président de la transition de décréter l'année 2025, l'année de la culture. Conciliation, le pardon, la tolérance, l'acceptation de l'autre. On va dans le sens de l'année de la culture 2025, décrété par, bien sûr, le président de la transition. Donc le sens, je ne saurais jamais le qualifier suffisamment. Le ministre Dafé était visiblement heureux de recevoir les visiteurs du jour. Il a tenu à rappeler les instructions données par le président de la transition avant de saluer cette initiative. Vous savez, depuis quelques mois, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025, l'année de la culture au Mali. Il nous a instruit de mettre la lumière, de magnifier toute la richesse de notre patrimoine, de mettre en lumière cette connaissance, ces pratiques ancestrales-là, pour qu'on puisse retrouver des ressorts pour construire l'an commun, pour construire une culture de Malikrois. À travers ces Yogoro, nous pouvons lire beaucoup de choses. L'unicité, parce qu'aujourd'hui, que tu sois riche, pauvre, instruit ou pas, tout le monde est égal au Yogoro. Donc je pense que c'est cette base d'abord qu'on a besoin dans une société pour qu'on se retrouve, pour que les fils du pays se parlent. C'est le lieu de formuler des vœux de bonheur et de prospérité pour notre pays et de formuler des vœux pour qu'il y ait une meilleure entente entre les fils du pays. En cette année de la culture, Bourama Soumano et les élèves du Kalamblo entendent raviver toutes nos valeurs culturelles ancestrales, surtout celles en voie de disparition, comme Yokoro. À présent, le regard est tourné vers les autres institutions.
La pratique est courante et devient aujourd'hui un véritable casse-tête. Il s'agit du recouvrement de créances. Après prestation, il faut courir des jours, des mois, voire des années derrière les mauvais payeurs pour entrer dans ses droits. À qui faire appel si par malheur on se retrouvait dans cette situation? Combien coûtent les opérations? Maître Mohamed Sanogo, ici commissaire de justice, nous explique la procédure de recouvrement de créances dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Abdul Salam Bambara. Autorisé par l'État, l'issue commissaire de justice est la voie légale aux procédures ayant trait à des recouvrements de créances. Toutes les fois que vous échouez, par exemple, à recouvrer vos créances, dites-vous que vous n'aviez encore rien perdu car l'issue commissaire de justice est là. Coup de fil, message, l'issue commissaire de justice est armé de dispositions nationales et communautaires. Au niveau communautaire, l'OADA, dans acte uniforme, en son article 1er, point 2, dispose: seules les autorités chargées de l'exécution dans les États partis sont habilitées à accomplir les missions de l'exécution forcée. Au niveau national, il y a l'article 2 de la loi 2016-053 du 20 décembre 2016 qui dispose: outre les missions générales énumérées à l'article 1er, l'huissier de justice peut procéder au recouvrement, à tout recouvrement amiable ou judiciaire de sommes d'argent. Toujours pour corroborer, le procureur général de Bamako, en son temps, feu Daniel Tchoussidi, a donné des directives aux unités d'enquête. Tout recouvrement de la part des unités d'enquête de police ou de gendarmerie, que cette mission ne relève pas de leur compétence, ça relève de la compétence exclusive du monsieur commissaire de justice. Amiable ou judiciaire, il existe plusieurs leviers à actionner pour obtenir le remboursement des créances. Tout recouvrement amiable passe par ce qu'on appelle une sommation des pays ou une mise en demeure. Après la sommation, l'huissier va faire la réclamation de somme. Après la réclamation de somme, l'huissier est tenu d'aller en obtention de titres exécutoires. Après l'obtention de titres exécutoires, pour en ce moment aller vers une exécution forcée. Vous voyez la première étape de l'acte extrajudiciaire au niveau du cabinet de l'huissier jusqu'à la phase contentieuse, jusqu'à la fin. Donc, tout recouvrement amiable peut aboutir à ce qu'on appelle à une exécution forcée. La troisième phase pour le recouvrement, ça c'est lorsque l'intéressé se présente avec une décision de justice à partir du titre exécutoire, l'huissier déclenche immédiatement une procédure qu'on appelle la procédure de saisie-vente. Si la provision n'a pas pu couvrir la dette, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ce qu'on appelle un littératif commandement. Si l'intéressé s'est avéré carent, c'est-à-dire il n'a absolument plus rien, l'huissier transforme son procès verbal en procès verbal de carence. Ce procès verbal de carence permettra à l'huissier d'aller en contrainte par corps, c'est-à-dire contrainte l'intéressé pour le mettre en prison jusqu'au règlement définitif de la créance. Et si jamais l'huissier ne pose pas ses actes, le tribunal est bloqué. L'huissier commissaire de justice est rémunéré au résultat qui doit normalement lui payer les frais de ses prestations. L'huissier est rémunéré soit par le créancier. Si tu nous amènes un dossier d'1 million, le monsieur dit qu'il paie en 2 ou 3 tranches, vous êtes d'accord? Ça pèsera sur votre tête, le créancier. Mais s'il ne parvient pas à payer et que le processus suit son cours jusqu'à l'arrivée au niveau du tribunal, assorti d'une grosse
paiement, le règlement des émoluments de déchets pèseront sur la tête du débiteur. Ne laissez pas dormir les créances. Dorénavant, sollicitez simplement l'huissier commissaire de justice. Loin d'un parcours du combattant, il lui revient en droit de tordre la main au mauvais payeur et mieux sans lui faire couler les larmes en abondance. AES Actualité, je vous amène au Burkina Faso pour vous parler de cette situation qui dépasse l'entendement et aucun mot ne saurait qualifier cet acte ignoble des terroristes. Ils ont séquestré des centaines de personnes dans leur sanctuaire depuis plusieurs années. Le salut de ces innocents est venu de l'armée le 11 mars dernier. Ce sont plus de 300 personnes qui ont été libérées de leur bourreau et convoyées à Ouagadougou, où elles bénéficient d'une prise en charge adéquate par les services compétents de l'État. Le reportage de l'Iranda, Philippe Ada. En vue panoramique depuis les airs, un paradis pour la faune et la flore arrosé par l'emblématique fleuve Le Moune. Mais au sol, un véritable nid de repli pour des terroristes qui tuent et dépouillent les populations de leurs provisions et bétail. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée, comme ici en image. Armes au poing, des combattants terroristes acculés tentent de se sauver de la pression des unités militaires avec des centaines de femmes et d'enfants. Alors l'action entreprise le 27 février 2025 par les forces combattantes est bien complexe. Séparer l'ivraie du bon grain dans une action robuste pour assainir les forêts des Bangwa et faciliter la réinsertion des populations. Au sol et dans les airs, la traque est sans merci. De part et d'autre du fleuve, l'ennemi est vaincu sans grande résistance et c'est le butin qui en parle. Il y a aussi des dizaines de villages reconquis, des centaines de civils libérés. L'opération est donc un succès, mais non sans bruit des relais et communicants de l'ennemi tapis. Le général Moussa Diallo rassure. Au Burkina Faso, les combattants sont professionnels. Quand nous tous sommes engagés sur le terrain, nous avons des éléments prévôts, de la prévôté, de la gendarmerie, qui suivent les combats et qui agissent dans le sens du droit humain. Pour dire que la population peut faire confiance à son armée, nous allons aller la main dans la main, nous sommes solidaires et nous allons atteindre les victoires pour la libération totale de ce pays. Une victoire collective d'étape pour cette zone qui donne déjà le sourire à ces ex-otages qui découvrent en majorité pour la première fois la capitale. La prise en charge assurée par les services de l'État ici est holistique. L'âme, le corps et l'esprit. Ces plus de 300 personnes sont habillées, nourries et soignées aux frais de l'État. Ce centre de santé a accueilli près d'une dizaine d'entre elles souffrant de pathologies diverses, dues pour la plupart aux conditions de vie exécrables. Grâce au soin de l'équipe de médecins à son chevet, la vie revient peu à peu à cette dame pour le bonheur de son époux. Le vieil homme se réjouit également d'être sorti des griffes des terroristes qui l'avaient contraint à vivre hors de la République. Sentiment partagé dans cette autre salle où la vie débute pour ces nouveau-nés dans les bras de leur mère et loin du tumulte des forêts des Bangwa. Pour ces femmes et leurs parents sauvés par l'armée, c'est une nouvelle vie qui commence avec l'espoir d'une paix retrouvée pour leurs villages respectifs, mais aussi le chemin des meilleurs avenirs pour leurs bébés. Et bravo à l'armée burkinabé. Les forces armées nigériennes, elles aussi, ont repoussé hier matin une attaque terroriste de Boko Haram contre la base militaire de Chetina Wangou. La riposte a été cinglante. Le gouverneur de la région de Difa s'est rendu sur le site pour apporter les félicitations et les encouragements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef suprême des armées, le général de brigade Abdurrahman Chani. Le reportage de Aliou Ibrahim et Abdurrahman Madjiri.
Le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma, a effectué une visite de soutien et de reconnaissance au poste militaire de Chetima Wongo, victime tôt ce matin d'une attaque terroriste perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram. Accompagné par plusieurs responsables civils et le commandant de la zone de défense numéro 5, cette visite avait pour objectif de féliciter les forces armées pour leur courage et leur engagement à défendre le Niger. Au cours de cette visite à Chetima Wongo, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma a adressé aux éléments des forces armées la gratitude et les encouragements du général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef suprême des armées. Ça fait des années maintenant qu'on nous livre cette guerre que nous n'avons pas méritée. Mais loin de nous l'idée de faiblir. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que le dernier ennemi de notre pays tombe. Et c'est pour cela que nous sommes venus vous apporter notre soutien total. Le gouverneur a assuré que les autorités du Niger ne ménageraient aucun effort pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité afin de garantir la paix et la stabilité dans la région de Difa. Nous sommes là également pour vous dire que tous les moyens seront mis en œuvre pour rechercher ces éléments ennemis et les traiter comme ils le méritent. Ils vont sans doute se reconstituer, ils vont sans doute chercher à nous porter de coups, mais nous n'allons jamais faiblir. La visite du gouverneur de Difa à la base militaire de Chetima Wongo a permis de rendre hommage à la bravoure et à l'engagement des forces armées nigériennes face aux attaques terroristes. Les hommes de ce poste de Chetima Wongo ont un moral d'acier. Chapeau à la brigade territoriale de la gendarmerie de Koulikoro. Les éléments du colonel Siné Doucouré ont arrêté des trafiquants de produits pharmaceutiques prohibés destinés à être incinérés. Ces personnes ont tenté d'écouler ces produits sur le marché. Le film de leur arrestation avec Adama Traoré. La brigade territoriale des gendarmeries de Koulikoro vient d'interpeller quelques individus qui transgressent la législation malienne en matière de santé publique. Ces personnes interpellées ont tenté de vendre sur les marchés les produits pharmaceutiques prohibés destinés à être incinérés. Grand lot de médicaments que vous voyez derrière moi, à savoir 103 cartons de médicaments d'antibiotiques et d'antipaludéens, étaient supposés être incinérés le mercredi passé. Mais bon, il y a des agents de la pharmacie populaire qui ont dérobé ces 103 cartons. Donc il y a une petite partie qui a été incinérée la semaine dernière. Donc ils ont vendu ces 103 cartons à un individu à Bamako. Donc quand la brigade territoriale de Koulikoro a eu l'information, donc nous ont transmis les informations, on a procédé à la saisie de ces cartons et l'interpellation déjà des personnes trouvées sur place. Et après, on a continué avec les enquêtes. Les enquêtes nous ont conduits au cerveau. Suivant les enquêtes, les hommes du colonel Doucouré n'ont pas désigné sur les moyens afin de mettre hors d'état de nuire les vrais cerveaux de la bande, ici en pantalon rouge. Donc après, on est allé avec l'appui de la région de gendarmerie de Bamako. On a pu interpeller le vrai cerveau qui est au niveau de Bamako, qui reçoit tous les médicaments et qui se charge, tenez-vous bien, de changer les dates de péremption ou d'expiration de ces médicaments pour les revendre sur le marché. Les premiers responsables de la brigade de Koulikoro invitent la population à la vigilance. Ce qu'on peut conseiller, c'est un peu chose, mais il faut peut-être aller dans les boîtes, regarder les plaquettes et regarder même peut-être sur les petites bouteilles d'injection pour voir si les dates sont correctes ou pas. Parce que ce qu'on a derrière nous, il y a une très grande partie qui sont plutôt des injections. Selon le colonel Doucouré, ces personnes interpellées devront s'expliquer devant la justice pour leurs actes ignobles.
Du sport à présent, les Aigles du Mali ont effectué leur première séance d'entraînement déroulée ce lundi soir sur le terrain de la Renaissance sportive de Berkane. Sur les 25 joueurs convoqués, 15 ont pris part à cette première séance d'entraînement. Pour cette première sur le terrain, le travail a essentiellement été axé sur le décrassage. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Fotigui Tungara et Tchedja Kamara. En regroupement à Sadia au Maroc pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, les Aigles du Mali se retrouvent enfin sur le terrain pour la première fois. Ils ont effectué en nocturne leur première séance d'entraînement ce lundi soir sur le terrain de la Renaissance sportive de Berkane dans une belle ambiance. Je suis très content que la fédération a arrangé qu'on a maintenant 15 joueurs ici. Demain, le reste vont arriver. Sur le premier entraînement, je suis très content. Bon pelouse. La température, c'est très agréable. Avant, je suis un peu peur à 9h dans la nuit, mais c'est très agréable. L'atmosphère est bien, il n'y a pas de blessures. Je pense qu'on peut être content avec les départs. Dans une série d'ateliers avec ou sans ballon, les protégés de Thompson Fit ont alterné des exercices et des séquences de jeu faites de passes et d'appels de balles. Tout cela à travers des déplacements sur le terrain qui facilitent la circulation des balles. Des mouvements qui leur permettent de faire une révision globale du plan de jeu, comme c'est le cas ici, avec 7 oppositions en jeu réduit, sans les gardiens de but qui, de leur côté, se mettent également en forme en chauffant les gants pour travailler la prise de balle et développer le réflexe de jeu. Le premier entraînement, c'est toujours un peu relax, mais le niveau est bien. Ce sont des bons joueurs. On a vu ça dans le passing, on a vu ça dans le jeu de position de ballon. Ce sont des grands joueurs avec beaucoup de qualité, mais aussi ils sont très motivés de faire les exercices. Ils sont peut-être fatigués, c'est Ramadan, c'est le voyage. Ils ont joué de week-end, mais quand ils sont là, ils font tout et c'est un plaisir de voir cette équipe. Et les joueurs doivent être prêts jeudi. C'est le premier rencontre aussi, l'atmosphère est bien et je suis très content avec l'atmosphère, avec le niveau de l'entraînement des joueurs. La deuxième séance d'entraînement est prévue ce mardi soir à partir de 19h30 avec certainement l'ensemble de l'effectif qui sera au grand complet. Et bon courage aux nôtres. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs